Après plus de 600 000 voitures 100% électriques vendues à travers le monde, notamment avec la Nissan Leaf, le constructeur japonais lance la Nissan Ariya, un SUV 100% électrique, compact, ultra futuriste, qui vient marcher sur les plates-bandes d'une concurrence américaine qui fait rage, qui laisse peu de chance aux autres de pouvoir grignoter des parts de marché. Est-ce que pour autant, il a ses chances de le faire? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. On ira faire un essai routier, bien sûr. Je vous donnerai mon avis sur son comportement routier et je conclurai cette vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous. Activez la cloche de notification. On est bientôt 1 million sur ma chaîne YouTube, plus que 600 000 abonnés, donc aidez-moi les amis s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien sûr, dans cette catégorie, comme la concurrence fait rage, il y a une bataille sur les prix qui est juste hallucinante. Qui sera le moins cher? Qui sera le plus compétitif? Les constructeurs japonais et européens l'ont bien compris d'ailleurs. Et ils travaillent énormément avec leur société de financement pour travailler les valeurs résiduelles et proposer à leurs futurs acquéreurs des offres en financement intéressantes. Si je prends par exemple ce Nissan Ariya en finition Engage, avec la batterie 63 kWh, sur 37 mois, 30 000 km, avec un premier loyer majoré de 5 000 € pour les particuliers. Écoutez bien, alors ça c'est une offre ras les pâquerettes, il sort à 350 € par mois. Et pour les professionnels, le Nissan Ariya Engage 87 kWh, 37 mois, 30 000 km, sans apport cette fois-ci, il sort à 575 € par mois pour les professionnels. D'un côté, un premier loyer, puis 350 € pour les particuliers, 575 € pour les pros sans apport. Là, pour le coup, Nissan a bien compris que le prix, c'était quand même le nerf de la guerre. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, achetez le véhicule, en location longue durée ou en achat comptant d'ailleurs. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout, c'est vraiment super important. Et puis, vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, une caméra qui vous permet d'utiliser l'aide au maintien dans la voie, les feux de route automatiques et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Ensuite, on a ce capot qui est assez massif, musclé sur les flancs, avec ces deux lignes longitudinales, qui arrivent sur une calandre plutôt verticale, tout en noir laqué, à motif Kumiko, qu'on peut voir juste ici. On a des projecteurs full LED avec des feux de route adaptatifs. Ça, c'est 2 séries sur la finition Evolve, c'est la finition que je vous présente dans cette vidéo. Juste là, vous avez les feux de jour, qui sont eux aussi à LED, qui intègrent les clignotants dynamiques, qui encadrent parfaitement cette calandre, tout en noir brillant. Juste en dessous du logo Nissan, vous avez la caméra, qui permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Des entrées d'air verticales en noir brillant sont aussi présentes. Elles ne sont pas factices pour le coup. Elles ont un véritable intérêt en termes d'aérodynamisme et de refroidissement des freins dans les passages de roues avant. Et puis sur le bas de bouclier, un empiècement tout en noir laqué. Sachez que vous pouvez l'avoir en chrome mat, chrome satiné ou encore en couleur carrosserie pour 589 €. Moi, ce que j'apprécie, et vous le savez, je me plains souvent dans mes vidéos des dessins, des esthétiques des véhicules qui sont un peu trop consensuels et qui se ressemblent tous. Moi, c'est pas le genre de voiture que j'achète. J'aime bien les voitures de sport, vous le savez. Mais il a le mérite d'avoir un design audacieux comparé à certains de ses concurrents. Si je le compare à un Tesla Model Y, moi Tesla Model Y, je vous en ai beaucoup parlé dans mes essais, mais j'aime pas du tout l'avant de la voiture. Là, le Nissan Ariya, après c'est très personnel, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, mais je trouve qu'au moins, là vous avez vraiment une voiture contemporaine et futuriste, avec ce design super effilé, et puis un regard ultra bestial. Et même si le véhicule est massif, ils ont réussi vraiment à avoir une proue qui est très réussie, je trouve. En tout cas, il faut saluer la prise de risque stylistique sur ce nouveau SUV 100% électrique de Nissan. Les jantes sur Evolve font une taille de série 19 pouces et en option pour 1 000 €, vous pouvez avoir ces jantes d'une taille de 20 pouces bicolore avec du gris clair et gris anthracite. Arche de roue et jupe latérale en noir brillant. Sur les rétroviseurs répétiteurs de clignotants, une caméra juste en dessous pour utiliser le système de caméra à 360 degrés. Les rétroviseurs, ils sont bien sûr électriques, rabattables électriquement, chauffants avec une fonction mémoire sur Evolve. Encerclement des fenêtres sur la partie inférieure en noir brillant avec une partie supérieure en alu brossé.
Vous pouvez pour 423 € avoir des barres de toit en noir brillant. Sachez que les vitres latérales ont un double vitrage. Il y a une excellente insonorisation dans le véhicule, même sur autoroute. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. En termes de design, bien que le véhicule soit massif, il a des épaules très musclées grâce à la présence d'une ceinture de caisse qui est au-dessus des poignées de porte, qui surélève visuellement le centre de gravité du SUV. Concernant la batterie, on est sur une batterie lithium-ion, une capacité de 87 kWh sur le modèle que je vous propose. Il existe aussi une version 63 kWh. Alors il faut savoir que la batterie c'est 582 kg quand même, du poids total du véhicule, c'est assez considérable. Mais vous avez une grande capacité de batterie, forcément, il n'y a pas de secret. Alors pour la recharger sur une prise domestique, pour passer de 10 à 100%, ce sera environ 48 heures. Si vous avez une borne murale qui recharge à 22 kW, là ça vous prendra environ 5 heures. Et si vous avez accès à une borne de recharge Unity, qu'on retrouve notamment sur autoroute, pour passer de 0 à 80%, ça vous prendra environ 40 minutes. Il faut savoir que l'Ariya il recharge avec une capacité maximum de 130 kW. C'est un peu moins que certains de ses concurrents. Je vais y revenir en détail à la fin de la vidéo. Au niveau des teintes de carrosserie, il y en a 4 monochromes et 5 bitons. Là, on est sur un Akatsuki Copper. Alors, Akatsuki, ça veut dire aube en japonais et ça fait référence à l'éclat du lever de soleil. Il faut savoir que sur l'Ariya, le nom des couleurs de carrosserie fait référence à la géographie ou la culture japonaise. C'est plutôt sympa en termes de storytelling. Et puis sur son empattement, bon, il a un empattement pour la catégorie qui est assez standard, 2,78 m. Sur la partie arrière, une ligne de toit assez fuyante qui est accentuée par ce béquet plutôt sportif en termes de design, tout en noir laqué, avec une intégration du troisième feu stop assez finement, je trouve. Et puis on a une lunette arrière qui est très horizontale, feux arrière full LED qui sont reliés par ce très large bandeau lumineux qui intègre la nouvelle sérigraphie Nissan. Et puis sur la partie inférieure de l'arrière, on a un diffuseur tout en noir laqué, avec des lignes assez acérées et sportives. C'est plutôt pas mal. On a souvent des lignes trop rondes, je trouve, sur les SUV 100% électriques. Sachez que cette partie inférieure, vous pouvez aussi l'avoir en chrome mat, chrome satiné ou en couleur carrosserie pour 766 €. Il y a un dispositif d'attelage amovible qui est disponible, lui aussi pour 859 €. Sur les SUV, c'est souvent difficile d'avoir une harmonie parfaite entre un design qui est obligé d'être haut, avec une hauteur qui est assez considérable, et un arrière qui est affiné. Et je trouve avec tout le dessin qui a été réalisé sur la signature lumineuse arrière, ils arrivent à adoucir le côté très massif, il faut quand même le reconnaître, de l'arrière de l'Ariya. Alors je préfère l'avant, à titre personnel, même si l'arrière, par rapport aux dimensions et aux mensurations du véhicule, est plutôt réussi selon moi. D'un point de vue du dessin, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est pas déconnant. Il y a une harmonie qu'on a du mal à retrouver par exemple sur un Tesla Model Y. Dans le coffre, haillon électrique à ouverture main libre, plutôt pratique. Dans cette version 4 roues motrices, vous aurez 415 litres d'espace et avec la banquette arrière rabattue, ce sera 1280 litres et sur les versions 2 roues motrices, vous aurez plus d'espace. Autre point à noter, il y a des rangements de part et d'autre du plancher du coffre. Sous le plancher du coffre, aussi des rangements supplémentaires dans lesquels vous pourrez mettre vos câbles de recharge. Il y a aussi un cache-bagages qui est présent de série, forcément. Alors sachez que vous pourrez, en option pour 168 €, avoir un seuil de protection de coffre en métal. Et pour 336 €, un organisateur de coffre sur rail, ça peut s'avérer pratique. Et enfin, pour fermer bien sûr le haillon, ce sera avec cette commande. Au niveau de ses dimensions, il fait une longueur de 4,60 m, largeur 1,85 m en rétroviseur et hauteur 1,65 m. En termes de dimensions, c'est situé entre un Qashqai et un Nissan X-Trail, pour vous dire. Donc assez compact tout de même. Sur son poids, vous avez une batterie de 87 kWh sur le modèle que je vous présente. Donc forcément, il y a près de 600 kg de batterie. Donc il a un poids à vide total de 2293 kg. Alors dans sa catégorie de SUV 100% électrique, il faut savoir que les poids à vide de ses concurrents se situent tous entre 2 tonnes et 2 tonnes 5. Et on n'est plus sur des modèles thermiques, mais il y a une chose à préciser, c'est qu'aujourd'hui vous prenez un modèle thermique, j'ai vérifié, donc vous prenez un X-Trail par exemple, on arrive facilement à des poids de 2 tonnes, voire plus. Ils ont fait d'énormes efforts, notamment sur les matériaux qui sont utilisés en termes de poids pour alléger ces voitures qui sont impactées très fortement par ce poids des batteries. Et sur des SUV de très grande taille, on arrive aujourd'hui à des poids totaux qui sont proches entre un thermique et un SUV 100% électrique. Donc je pense que sur ces catégories, ça va arriver rapidement, même si aujourd'hui, il faut le reconnaître, de toute façon c'est factuel, les SUV 100% électriques, avec cette dimension, sont un petit peu plus lourds, en moyenne de 2 à 300 kg par rapport à une version thermique. Niveau motorisation, j'ai toujours l'habitude d'ouvrir le capot avant.
mais sur ces voitures, vous avez un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Là, on est sur une version e-Force avec la batterie 87 kWh. Sachez qu'il y a 4 motorisations 100% électriques qui sont proposées avec des moteurs synchrones à stimulation externe et des puissances qui varient de 218 à 394 chevaux. Il y a certaines versions en traction et d'autres qui sont en transmission intégrale comme celle-ci avec ce système e-Force. On a aussi une boîte automatique monorapport avec réducteur et le modèle que je vous présente c'est 306 chevaux, 600 Nm de couple, 0 à 100 km/h 5,7 secondes quand même. Ça commence à faire des chronos intéressants. Et une vitesse max de 200 km/h. Et sur l'autonomie, elle est annoncée par le constructeur japonais à 509 km. Alors dans les faits, moi ce que j'ai constaté, vous ferez entre 400 et 430 km sans aucun souci. Après bien sûr, si vous commencez à hausser le rythme, vous serez un tout petit peu en dessous des 400 km. Mais il tient assez bien l'autonomie, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on regarde les fiches techniques, j'ai souvent de belles surprises. Mais là, pour le coup, c'est ce que j'ai aussi constaté sur des forums. Je suis allé sur des forums de propriétaires et c'est ce qu'ils disaient en termes d'autonomie. Il faut tabler sur environ un vrai 400 km. Au niveau de son tarif, si vous optez non pas pour un financement mais un achat comptant, mais ce sera un prix de base de 43 300 € pour accéder au Nissan Ariya. La version que je vous propose, c'est le Nissan Ariya avec une batterie de 87 kWh en finition e-Volve et il est à partir de 59 800 € et avec quelques options sur le modèle que je vous présente là il atteint 62 000 €. Alors bien sûr il dépasse les 47 000 €, ce fameux seuil à partir duquel vous n'avez plus accès au bonus écologique sur une voiture 100% électrique. Donc là vous n'aurez pas de bonus mais vous n'aurez pas non plus de malus écologique. Alors forcément ces prix en achat comptant, moi je dois vous avouer je les trouve élevés. C'est le cas chez Nissan mais c'est aussi le cas chez ses concurrents. Je vais y revenir en détail à la fin de cette vidéo en le comparant à tous ses concurrents directs. C'est pour ça que les constructeurs, je ne vais pas vous dire qu'ils sont obligés de trouver des solutions de financement, mais plus de 60 000 €, ça commence à faire des montants assez considérables, même quand vous avez les moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2023, très peu de propriétaires choisissent l'option de l'achat comptant, mais préfèrent financer ces véhicules. Et quand vous voyez qu'un Nissan Ariya est disponible pour les particuliers à partir de 350 € par mois avec un premier loyer majoré, ça fait quand même réfléchir. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors déjà au niveau de l'habitabilité, bon, vous pouvez le constater, moi je suis 1m88, hein, vous le savez. Bon là ça passe. Pour les personnes de 1m90, peut-être 1m95, ça ira sans aucun souci. Le confort de l'assise est bon et on a un très bon maintien au niveau du bas du dos. Il y a un rembourrage qui est juste ici et ça c'est hyper appréciable. Il faut savoir qu'au niveau de la sellerie, c'est du TEP avec de la suédine, donc du cuir synthétique avec de la suédine. Vous pouvez l'avoir en noir ou en gris et vous pouvez aussi avoir du cuir bleu pour 1 500 €. La banquette arrière, elle est rabattable en 60-40. Vous avez un accoudoir central avec 2 porte-gobelets qui est présent. Un plancher plat, ça c'est plutôt pas mal pour la personne qui sera au centre. Les sièges droite et gauche sont chauffants avec 3 niveaux d'intensité. On a des bus d'aération qui sont orientables, une prise USB-C, USB-A, des poches aumônières. Un puits de lumière assez considérable avec la présence de série sur le modèle que je vous présente d'un toit panoramique ouvrant. Ça c'est plutôt rare. Alors dommage, ils n'ont pas le ciel de pavillon qui est de la même couleur que le reste de l'habitacle. Ça aurait été un peu plus harmonieux. Rien de choquant, mais ça aurait été plus sympa. Et sur les contreportes à l'arrière, alors ce que j'ai noté, c'est un bon niveau de finition. Souvent sur ces catégories de véhicules, vous n'avez que les contreportes à l'avant qui bénéficient par exemple de plastique moussé sur la partie supérieure. Bah là vous l'avez aussi à l'arrière avec toujours cette suédine avec ce cuir synthétique. Il n'y a que en fait le bas de la contreporte qui est en plastique dur, mais en tout cas, design des contreportes arrière est assez valorisant pour les passagers. Même constat sur les contreportes à l'avant, on peut voir aussi les enceintes du système audio Bose Premium 10 haut-parleurs avec caisson de basse qui est de série sur cette finition. Vous pouvez avoir les lumières d'accueil en ouvrant les portes pour 423 € et aussi les seuils de porte avec l'inscription e-Force. Alors les seuils de porte rétro-éclairés c'est 350 €. Le pédalier il est en plastique noir, les tapis de sol de série avec possibilité d'en avoir d'autres en accessoire et un éclairage d'ambiance Andon à motif Kumiko comme la calandre que je viens de vous montrer. Sur le plancher et les portes avant. Et sur les sièges avant, ils sont réglables électriquement sur 8 positions avec une fonction mémoire, chauffant et ventilé sur le modèle que je vous présente. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas un maintien latéral qui est très marqué, comme chez certains de ses concurrents qui, de série, vous proposent des sièges à dessin sportif. Là, pas du tout. Alors, la petite chose, c'est quand vous augmentez le rythme, dans des parties sinueuses, effectivement vous avez le bas du corps, le fessier notamment, qui va avoir une tendance à un petit peu bouger. En même temps c'est pas trop la philosophie de la voiture, mais l'avantage de ça c'est que vous avez une largeur d'assise qui est considérable. Ça c'est valable donc sur l'assise, mais aussi sur le dossier du siège, même si au niveau juste des flancs et pas des épaules, vous avez un bon maintien. Donc vous allez avoir votre buste qui ne va pas trop bouger, mais vous aurez de la place sur les épaules. Vous savez, quand vous avez tout le dossier du siège
avec des flancs marqués, mais en fait vous avez souvent les épaules qui sont en avant. Là c'est pas le cas et c'est plutôt bien vu, donc on est juste bien maintenu à ce niveau-là, mais au niveau des épaules, on a toute la largeur du haut du dos qui colle en fait le haut du dossier. Donc ça c'est assez bien vu par Nissan. Affichage tête haute en 10,8 pouces avec la projection sur le pare-brise, sur notre modèle. On a un combiné d'instrumentation entièrement digital de 12,3 pouces hyper lisible. Ça c'est agréable. Souvent les constructeurs de voitures électriques veulent faire des affichages trop modernes, trop exclusifs ou même trop disruptifs, et ce au détriment de la lisibilité. Bah là pour le coup c'est pratique d'avoir une bonne lisibilité de l'affichage des informations de conduite. On a un volant à 2 branches en cuir multifonction réglable électriquement, avec la commande qui est juste ici. Vous avez une fonction mémoire et il est chauffant sur notre modèle. À gauche du volant, vous pourrez régler le volume, les playlists, naviguer dans l'écran d'instrumentation. Et sur la droite, accès aux aides à la conduite, régulateur de vitesse notamment, la commande vocale et aussi répondre à vos appels téléphoniques. Alors il faut savoir qu'il y a énormément d'aides à la conduite, et 2 séries en plus. Vous avez le freinage d'urgence avant-arrière intelligent avec la détection piéton cycliste intersection, la surveillance des angles morts, la détection de fatigue, le régulateur adaptatif intelligent dont je vous parlais avec l'assistant embouteillage, et aussi l'aide au maintien dans la voie avec le freinage anticipé dans les courbes via la navigation. Alors là, vous êtes vraiment servi. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter des packs d'options supplémentaires pour avoir accès à ces éléments de sécurité. Là aussi, moi je trouve ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi des éléments de sécurité sont encore en option 2023 sur les voitures. Quand on veut protéger les futurs propriétaires de ces voitures, je trouve ça assez pertinent de tout proposer de série sur ces éléments de sécurité. Autant les éléments de confort, ça dépendra de l'utilisation et des besoins du client, mais autant la sécurité, il ne faut pas faire un passe dessus. Sur la console centrale, alors là, beaucoup de choses. C'est assez rare d'ailleurs que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur une console centrale, parce que c'est toujours assez standard. Alors déjà, ça commence par le rétroviseur central. Rétroviseur caméra, que vous pourrez aussi switcher en rétroviseur classique. Donc le numérique est pas mal, et pour le coup on s'y fait rapidement. Il y a certains modèles que je vous avais déjà présentés avec des rétroviseurs numériques où le retour caméra n'était pas très intuitif. Là pour le coup ils ont choisi un angle de vision assez pertinent. En dessous, bien sûr, l'écran d'info divertissement qui est tactile, 12,3 pouces. C'est le Nissan Connect. Vous avez les cartes 3D et aussi le trafic en temps réel. Vous pouvez contrôler à distance depuis votre smartphone beaucoup de fonctionnalités. Vous pourrez vérifier l'autonomie, contrôler la température du véhicule, le localiser. Il faut savoir qu'il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Apple CarPlay sans fil, Android Auto filaire 2 séries. Vous avez bien sûr la caméra 360 degrés. Si vous activez par exemple, je vais vous le faire, la marche arrière. Là on voit la caméra à 360 degrés. Climatisation automatique, bizone avec le réglage via les touches haptiques qui sont intégrées dans le tableau de bord. Ça c'est vraiment super beau, c'est hyper bien fait et bien intégré pour une fois, avec ces bus d'aération qui sont ultra larges. Bien sûr ici la commande pour mettre en route votre moteur. Un point important, c'est qu'il y a énormément de place juste ici. Donc pour le passager, il pourra mettre ses jambes de côté, vous pouvez mettre un ordinateur ici par exemple. Autre point à noter, bien sûr, vous avez une boîte à gants ici, pas très logeable, et vous avez un rangement plutôt magique, regardez plutôt, qui apparaît de cette manière avec une commande qui est sur la console centrale flottante. Et pour le fermer, ce sera de cette manière. C'est la première fois que je le vois dans une voiture, c'est assez inédit. On a aussi la possibilité de bouger cette console centrale flottante en avant et en arrière. Juste ici, on a accès à une prise USB-C, USB-A, une prise 12 volts allume-cigare. Donc vous pouvez même en fait régler la longueur de la coudoir, comme je vous le montre à l'instant avec la commande qui est juste ici, et ainsi avoir une position parfaite de votre coude sur la console centrale, que ce soit pour le conducteur, mais aussi pour le passager. Ils ont vraiment pensé à tout. Les boutons ici sont à retour haptique. Là, ils sont intégrés dans la console centrale. Vous avez le sélecteur de vitesse, ici en rangement avec 2 portes gobelets. Et là, vous avez un accoudoir central avec la possibilité de recharger par induction votre smartphone. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a un schéma assez traditionnel d'ailleurs sur ce nouveau Nissan Ariya, à savoir suspension avant de type McPherson, essieu multibras sur l'arrière, une garde au sol de 17 cm. Il faut que vous sachiez que cette voiture elle repose sur la nouvelle plateforme CMF EV, développée spécifiquement pour les voitures électriques. Alors ce qui est à noter sur ces suspensions, le poids déjà, on le ressent forcément, vous en doutez. Et il y a un réglage assez ferme des suspensions.
Alors pas de mauvais ressenti, pas de mauvaise remontée d'informations, même sur chaussée très dégradée, même quand il y a beaucoup d'aspérité sur la route. Mais ce qui est à noter, c'est que pour contrebalancer justement ce point important et conserver une tenue de route agréable et un bon agrément de conduite, les constructeurs de voitures électriques comme Nissan avec cet Ariya sont obligés d'opter pour un réglage des paramètres de suspension ferme et ils vont jouer sur le positionnement des batteries en positionnant les batteries dans le plancher du véhicule. Ils vont souvent rechercher un équilibre, une répartition des masses de 50-50, ce qui est le cas dans cet Ariya, pour, si vous voulez, contrebalancer ce point important. Alors la suspension, c'est assez spécial comme feeling parce que quand vous arrivez sur un obstacle, un dodan par exemple, sur l'arrivée dans le dodan, la suspension, elle a un ressenti plutôt souple. Par contre, quand vous ressortez du dodan, quand la suspension se comprime, on a un retour assez franc et ferme en termes de ressenti. Et ça, je le dis à chaque fois que j'essaye un SUV de 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 ou plus, ils sont obligés de faire ça pour ne pas avoir une voiture qui flotte et qui pourrait avoir un comportement routier un petit peu dangereux. Il n'y a rien de dérangeant là-dedans, mais c'est juste un feeling assez particulier. Sur la direction, on a une direction assistée électroniquement qui a servi à la vitesse. Bon retour d'information dessus, assez communicative, bon ressenti. Un petit peu souple à mon goût. Moi, j'aime bien les directions fermes. Bon, après, rien de dérangeant. On a un très bon diamètre de braquage, 10,8 mètres de diamètre de braquage. Donc là, dans les espaces étroits, vous ne ressentirez pas du tout le gabarit du véhicule. Ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau des modes de conduite, donc, ils sont disponibles à partir des commandes haptiques sur la console centrale. D'ailleurs, c'est très beau, hein, ces commandes haptiques, aussi bien sur le réglage du chauffage, de la climatisation, que des commandes qui sont situées juste à côté du levier de vitesse. Je trouve ça parfaitement intégré. Pour le coup, on n'a pas des vieux boutons à l'ancienne. Et on a accès donc à ces différents modes de conduite, les drive modes en anglais. Donc, vous avez Sport, Standard, Eco. Je n'ai pas noté une grosse différence en termes de réponse moteur et au niveau de la direction, puisqu'en fait ces modes de conduite vont agir sur la réponse de l'accélérateur et aussi sur la fermeté ou la souplesse inversement de la direction. Donc que vous soyez en mode éco ou sport, quand vous enfoncez la pédale d'accélérateur, on n'a pas une grosse différence de caractère entre ces modes. Sur le modèle que j'essaye, on a une transmission intégrale, hein, c'est la transmission e-Force, cette nouvelle technologie. Alors c'est intéressant parce qu'en fait cette transmission e-Force, c'est une transmission intégrale intelligente si vous préférez, puisqu'elle va pouvoir transmettre le couple à une ou des roues qui en ont besoin pour améliorer la motricité du véhicule lorsqu'il en a besoin de passage en courbe sur des routes très sinueuses, ça va être sur des chaussées à faible adhérence, mais elle va aussi appliquer des freinages ciblés à une ou des roues encore une fois pour améliorer la réactivité du véhicule lors des phases de perte de motricité ou lorsque le véhicule a besoin de passer vite dans un virage. Ce sont des technologies qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de véhicules allemands, même des voitures de sport comme les Porsche 911 qui sont équipées de systèmes vraiment équivalents. Sur ce modèle, ce que je trouve intéressant, c'est que ça neutralise un peu les effets néfastes que ça peut générer à la conduite. Et du coup, si on ne vous donne pas le poids du véhicule, je vous assure, on en oublie son poids. Dans la plupart des situations, bien sûr, si vous poussez le véhicule dans ses retranchements, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ce genre de technologie facilite déjà la prise en main du véhicule, mais surtout, ça augmente ce sentiment de facilité à la conduite, puisque même dans des courbes, quand vous augmentez le rythme, on n'a pas du tout l'impression d'être au volant d'un véhicule qui pèse 2 tonnes 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en termes d'agrément de conduite, j'ai ressenti une sorte de facilité lorsque je commençais à hausser le rythme, notamment en mode sport. Regardez, petite démo de diamètre de braquage, 10,8 mètres. Ça, c'est vraiment génial. D'habitude, je fais une manœuvre ici et vous voyez, je l'ai passé en une fois. Je suis étonné. Comme quoi, c'est pas mal. Donc sur l'insonorisation, alors elle est très bonne pour deux raisons, parce que déjà sur les voitures électriques, vous le savez, les constructeurs font très attention à installer des matériaux qui insonorisent davantage l'habitacle, puisqu'il n'y a pas de bruit de moteur dans une voiture électrique. Et donc du coup, on est beaucoup plus attentif au bruit d'air, au bruit aérodynamique qui peuvent être générés lorsqu'on roule. Mais en plus, Nissan a ajouté sur cet Ariya un double vitrage sur les vitres latérales. Donc on se sent pas dans un cocon, il ne faut pas exagérer, mais lorsque vous êtes à 130 km/h sur autoroute, c'est assez étonnant de voir qu'on n'a pas besoin de parler très fort pour parler à la personne qui est juste sur la banquette arrière quand on est sur les places avant. La seule petite mauvaise contrepartie, mais je ne sais pas si vraiment on peut dire ça, c'est qu'on se retrouve à des vitesses au-dessus des limitations d'ailleurs,
assez facilement et on s'en rend pas du tout compte, on a l'impression de rouler 20-30 km/h en dessous. Donc il y a eu un gros travail sur l'insonorisation qui se ressent dès les premiers kilomètres. Vous n'aurez pas besoin de faire 10 bornes. La première accélération au-dessus de 100 km/h et vous vous en rendrez compte. On a aussi le e-pédale, ce système, lorsque vous l'activez, accentuez le freinage régénératif. Le freinage régénératif, ça permet lors des phases de décélération avec la force cinétique générée au freinage, d'alimenter les batteries du moteur électrique et ainsi d'augmenter l'autonomie que vous pourrez réaliser avec votre voiture. Alors c'est pas mal, mais je vous en parle souvent, moi j'aime pas trop le mode e-pédale parce que dès que vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture, vous voyez, regardez, j'ai levé le pied, elle freine. Bon, c'est une conduite assez particulière à titre perso que j'aime pas trop. En tout cas, pour les fans de record d'autonomie, vous avez l'e-pédale. Il y a aussi le mode B, le mode break, qui permet de la même manière d'accentuer ces phases de récupération d'énergie et ainsi d'augmenter l'autonomie de votre véhicule. Alors bien sûr, 306 chevaux, 600 newtons, vous doutez bien que ce véhicule envoie. Je vais me mettre en mode sport et là je vais accélérer à fond. On va voir ce que ça donne. Alors ce qui est étonnant sur les premiers mètres, il ne va pas vous décrocher la nuque de l'appui-tête. Par contre, au-delà de 30-40 km/h, on sent vraiment que là, ça commence un petit peu à s'emballer et on atteint hyper facilement les 100 km/h, 5,7 secondes pour atteindre les 100 km/h. On est sur des valeurs de voiture de sport d'il y a 15 ans, clairement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire sur cette voiture? Je vais vous dire honnêtement, pas du tout. Moi, quand j'ai envie d'avoir un 0 à 100 en 5 secondes, j'achète une voiture de sport, j'achète pas un SUV 100% électrique. Donc ceux qui aiment les performances, bien sûr, ils voudront avoir 306 chevaux. Moi, je vais vous dire que le modèle de base, qui ne fait pas 5 secondes 7 de 0 à 100 et qui fait un petit peu plus, il est amplement suffisant pour une utilisation quotidienne avec votre famille ou pour une utilisation pour votre trajet domicile-travail. Ce sera amplement suffisant. C'est assez marrant d'ailleurs de voir la course au chrono qu'il y a dans le segment des électriques. Il faut absolument que les constructeurs mettent en avant des 0 à 100 km/h de voitures de sport. Ça devient même, au-delà d'être une mode, comme une obligation pour prouver qu'un véhicule électrique va vite. Je pense qu'il y a d'autres qualités à mettre en avant sur une voiture électrique, notamment l'insonorisation et l'agrément de conduite qui est plutôt cool et surtout appréciable pour le conducteur et ses passagers. Le freinage est assez mordant. Je vais vous faire une petite démonstration du freinage. Il est même très mordant. Je n'ai pas sur une Chiron Super Sport avec un aérofrein quand même. Mais pour 2 tonnes 3, je vous assure que vous allez vite vous arrêter avec cette voiture. Alors c'est un point important, pourquoi? Parce que quand une voiture est lourde, on a envie de l'arrêter rapidement. En tout cas sur des situations d'urgence. Et là, vous inquiétez pas là-dessus. Nissan est réputé, vous le savez, sur ces éléments de sécurité. Mais là, ils ont vraiment fait très attention, ils ont été très attentifs à ne pas mettre ça de côté. Et le freinage est pour moi même au-delà de ce à quoi je m'attendais. Les aides à la conduite ne sont pas intrusives, ça c'est plutôt bien, je vous les ai citées tout à l'heure. Et surtout, point très important, elles sont de série. Alors que chez pas mal de ses concurrents, vous êtes obligé de piocher dans le catalogue d'options. Ça c'est dommage de mettre la sécurité payante sur des voitures de ce prix-là, mais sur le Nissan Ariya, c'est pas du tout le cas. Donc sur la partie de l'essai routier, écoutez, à part un poids, il est vrai, qui est sur la fiche technique un petit peu important, qu'on ressent forcément, je ne vais pas vous dire le contraire dans le sinueux, mais qui est contrebalancé par une bonne répartition des masses, un positionnement des batteries dans le plancher, et puis vous avez un freinage qui est extrêmement performant. La voiture, sur son agrément de conduite, elle en donne en tout cas beaucoup pour le tarif. Et puis à noter aussi une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le confort des sièges est excellent à l'avant. On a un maintien qui est juste parfait avec des sièges qui vous maintiennent pas trop. Donc on a de la place dans ce Nissan Ariya. On y est bien accueilli et loti. Et je pense que là, sur l'agrément de conduite, il va faire du mal à beaucoup de références du segment. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Nissan Ariya. Alors ce que j'ai retenu parmi ses défauts. Déjà une puissance de recharge limitée à 130 kW, quand certains de ses concurrents peuvent monter à plus de 200 kW. Je pense bien sûr au Tesla Model Y. Alors, rien de dérangeant en soi parce que vous allez vous recharger hyper rapidement quand même sur des bornes de recharge Unity, environ 30 à 40 minutes pour recharger votre batterie, ce qui est bien suffisant. Autre point négatif, mais ça je le dis à chaque fois que j'essaie un SUV électrique, c'est son point. Près de 2 tonnes 3 sur la balance à vide pour le modèle que j'essaye.
Ça, c'est un petit peu dommage. Et encore une fois, sur le modèle que j'essaye qui dépasse les 60 000 €, il n'y a pas de bonus écologique puisque le prix est supérieur à 47 000 €. Et je trouve, sur les modèles un peu haut de gamme comme celui-ci, que le tarif en achat comptant est relativement élevé. Après, sur ses qualités, là aussi j'en ai trouvé pas mal heureusement. Éléments de sécurité ultra sécurisants de série, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'aller piocher dans des packs d'options, ça c'est plutôt bien. Moi je trouve ça obligatoire, mais après c'est mon avis personnel. On a une voiture qui a une très bonne habitabilité à l'avant et à l'arrière. Une planche de bord ultra futuriste, notamment avec ses boutons haptiques. Ça, j'avais jamais vu ça dans cette catégorie de SUV 100% électrique. On a aussi une bonne autonomie, environ 400 km, des performances correctes avec cette version 306 chevaux, avec son 0 à 100 km/h effectué en 5,7 secondes, mais un 200 km/h en vitesse de pointe que vous utiliserez d'ailleurs presque jamais si vous restez en France. Il faudra avoir une maison de campagne à Stuttgart. Et autre point, bien sûr, des tarifs en location longue durée. Je ne vais pas vous dire que c'est un braquage, mais pas loin. Notamment pour les particuliers, hein, avec un premier loyer majoré, 350 € par mois. Là, c'est difficile de faire mieux. Moi, j'avais en tête que pour des voitures compactes, thermiques, quand vous mettiez un apport de 5 000, c'est les loyers que j'avais en tête. C'est pour vous dire, c'est quand même plus qu'intéressant. Alors bien sûr, les constructeurs le savent, hein, pour convertir les gens à l'électrique, il faut des produits qui sont sexy, qui répondent aux besoins des utilisateurs et des conducteurs et de leur famille, mais avec des tarifs intéressants. C'est pour ça qu'il y a un gros travail avec toutes les sociétés de financement qui travaillent énormément sur les valeurs résiduelles pour pouvoir proposer ces tarifs. Et pour les professionnels, sans apport, 575 € par mois. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant. Vous le savez, je vous parle souvent de loyers sur des voitures électriques ou pas d'ailleurs. Mais moi j'avais en tête des loyers plus proches des 600 à 700 € avec un premier loyer majoré de 5 000 que 350 € pour les particuliers. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, est-ce que pour autant, il a des chances de grappiller des parts de marché aux stars du segment, hein, bien sûr. Je parle du Tesla Model Y, hein, ce SUV star, voiture la plus vendue en Europe, en France, une des plus vendues également, et la plus vendue de son segment de très loin. Ça a eu lieu avec plusieurs phénomènes. Déjà, le manque de concurrents au début, puisque le Tesla Model Y est arrivé dans le segment, il n'y avait quasi pas de concurrents, donc forcément c'est plus facile de devenir premier quand vous n'avez pas d'autres opposants. Et puis avec un produit qui n'était pas très cher, il faut le reconnaître, et qui jouait avec les seuils du bonus écologique. Pourquoi je dis grappiller? Parce que sur l'année 2023, en termes de volume de vente, il ne faut pas dire n'importe quoi. Le Nissan Ariya n'a aucune chance de passer devant le Tesla Model Y en termes d'unités de nombre de ventes sur l'exercice 2023. En 2024, notamment si Nissan continue avec des tarifs aussi agressifs. Là, par contre, il y a peut-être des chances qu'il lui grappille des parts de marché, qu'il partage le podium avec. Est-ce qu'il pourra pour autant le dépasser? Ça va peut-être être compliqué, parce qu'en fait, à volume d'équipement équivalent, vous avez un modèle Y propulsion qui bénéficie du bonus écologique, mais en fait, quand vous regardez le Nissan Ariya qui est à 43 300 €, il est déjà très bien équipé. Et si vous rajoutez 2-3 options, vous arrivez à un équivalent du Tesla Model Y. Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour faire votre choix. Déjà, moi, le premier, le plus important quand vous découvrez la voiture, c'est le design. Sur le design, comme je vous l'indiquais, moi, je trouve ça assez intéressant de proposer un dessin unique, audacieux, comme l'a fait Nissan, et pas un dessin consensuel, comme le font certains de ses concurrents. Et dans ce segment des SUV 100% électriques, moi, les trois que j'aime bien, après c'est très subjectif, hein. Vous avez le Nissan Ariya, le Skoda Enyaq Coupé et le Kia EV6. Les autres, je trouve, je pense à un Audi Q4 e-tron, que c'est un petit peu en deçà en termes de réussite stylistique. Deuxième critère, sa puissance, 218 chevaux pour le modèle de base. C'est plus que le Kia EV6 qui a 170 chevaux de base, que le Skoda Enyaq Coupé avec 179 chevaux, que l'ID4, que le BZ4X et que le Q4 e-tron Sportback d'Audi. Mais c'est moins que le Hyundai Ioniq 5 qui a 229 chevaux, que le MG Marvel R et que le Tesla Model Y, et aussi que le VinFast VF8 qui a plus de 350 chevaux. Après, ces histoires de puissance, il faut aussi les mettre en perspective de l'utilisation des clients. Si par exemple vous voulez avoir un véhicule que vous utilisez tous les jours, qui va vous permettre de faire vos trajets domicile-travail dans un confort appréciable, est-ce que vous avez nécessairement besoin de 250, 300, 400 ou plus de 400 chevaux? Je ne suis pas vraiment sûr. Autant pour une voiture plaisir, je suis le premier à le dire, la puissance joue pas mal sur certains châssis légers notamment, autant sur un SUV, un concours d'ego, on va dire. Et souvent, vous allez avoir la même appréciation de l'agrément de conduite sur un véhicule qui va faire 200 chevaux
dans cette catégorie de SUV 100% électrique que sur un véhicule qui fait 350 chevaux. Bien sûr, vous n'aurez pas la même puissance et pas les mêmes sensations d'accélération et de reprise, mais sinon, le confort de conduite, le confort de roulage sera identique. Troisième critère, c'est bien sûr l'autonomie, vous en doutez. Il a 402 km, mais ça peut monter jusqu'à 536 km selon les modèles. Alors c'est plus que l'ID4, que le MG Marvel R, que le Kia EV6, mais c'est pareil que le Skoda Enyaq Coupé, mais c'est moins que le Q4 e-tron Sportback d'Audi, que le VinFast VF8, que le Ioniq 5 et aussi que le Tesla Model Y. Après, dans chaque modèle en fait, concurrent, vous avez, selon les niveaux de finition, mais aussi selon les grilles tarifaires, des variations assez importantes sur l'autonomie qui est proposée. Après, l'idéal dans l'électrique, vous le savez, c'est d'avoir une recharge à son domicile pour pouvoir effectuer ses trajets domicile-travail sans aucun souci. Et enfin, sur son prix, avec un tarif de base de 43 300 €, c'est moins cher que tous ses concurrents. Il y a certains de ses concurrents, je pense au BZ4X, à l'Audi Q4 e-tron Sportback, qui dépassent les 50 000 € hors option en plus. Donc ça peut faire monter l'addition de manière assez significative. Alors bien sûr, ce prix, c'est un prix de base avec le premier moteur, la première finition. Ça va augmenter avec les motorisations que vous aurez choisies. Vous avez aussi l'autonomie qui va varier et aussi le niveau d'équipement, vous en doutez. Donc, pour répondre à la question que je vous ai posée il y a quelques instants et en début de vidéo, il va pouvoir tracer sa voie et faire la différence par rapport à la concurrence, c'est clairement sur le design. Design qui est, il faut le dire, sympa. C'est une voiture qui est bien réussie esthétiquement. Son niveau d'équipement de sécurité qui est pléthorique et ceux de série. Et puis le design intérieur de la planche de bord et le confort des sièges. Il y a une bonne autonomie, des bonnes performances. Vous savez, l'automobile, ça fait des dizaines d'années que c'est la même chose quand on veut signer le chèque et acquérir sa nouvelle voiture. On s'attache au design, au confort, à l'agrément de conduite et ensuite on fait son choix. C'est difficile de vous dire que cette voiture va finir sur le podium. En tout cas, elle a des chances de finir dans le top 5 des SUV 100% électriques les plus vendus en France et en Europe. Ça, c'est clair. En tout cas, sur le papier, elle en a tous les atouts. Après, le juge de paix, vous le savez, ce sera le volume des ventes à la fin de l'année 2023. Donc rendez-vous au 1er janvier 2024 pour voir si j'avais raison et si ce Nissan Ariya sera dans le top 5 des SUV 100% électriques de sa catégorie les plus vendus. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous les amis et activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.